Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Plus de 113. Si je vous dis danse mémorable en direct sur beIN Sport après une victoire de l'Algérie en Coupe du Monde, vous pensez à qui? L'indice est trop puissant. On reçoit aujourd'hui Smaïl Bouabdallah, journaliste sportif au style unique qui a su allier passion et expertise du football à travers un parcours atypique qu'on a hâte de découvrir avec lui. Bonjour Smaïl, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. merci pour l'invitation. Alors on a une question qui devient traditionnelle sur Plus de 113. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs qui souhaiteraient connaître ton parcours en quelques mots? Smaïl Bouabdallah, je suis aujourd'hui journaliste et entrepreneur. Je suis né en région parisienne. Je suis français et algérien et je suis papa de deux petits garçons de 8 et 10 ans. Parfait. Je te propose, avant de rentrer un peu plus dans ton parcours et dans tes réalisations, de nous parler de tes souvenirs. Enfin, on aimerait savoir comment est née ta passion pour le foot. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dont tu te souviens? Il y a une personne clé. C'est Ouais. mon papa. Moi, je suis né en octobre 1982. Mhm. Au mois de juin 1982, il y a eu Algérie RFA. Ouais. Et je pense que mon premier souvenir de foot, ça doit être ça, quand j'étais dans le ventre de ma maman. Et après, j'ai grandi avec la cassette vidéo. Quand j'ai pu commencer à regarder du foot, mon papa avait 2 cassettes de matchs importants. C'était Algérie RFA de 82 et France-Brésil de 86. Donc mes 2 premiers souvenirs de foot sont des souvenirs à la télé. Et ensuite, mes premiers souvenirs de foot, mais en rapport avec le jeu, c'est pareil, c'est avec mon papa, en jouant avec lui, mais surtout en allant le voir jouer. L'odeur de l'herbe, de la gadoue, des huiles dans les vestiaires, ouais, c'est mes premiers souvenirs de foot, c'est ça. Donc, il était tout aussi passionné. C'est un peu lui qui t'a transmis. Ouais. Il n'était pas tout aussi passionné. Je pense qu'il était plus passionné que moi de foot, encore plus. Et oui, oui, j'ai deux tontons qui jouaient aussi au foot. Donc, ils parlaient que de foot. On regardait les matchs de foot. C'était la seule raison qui donnait l'autorisation de se coucher un petit peu plus tard en semaine ou le dimanche, le foot, le droit de regarder la première mi-temps. Un petit peu plus grand, j'avais le droit de regarder la Le deuxième en deuxième. cachette avec lui sans que ma maman elle voie. Mais oui, c'est des souvenirs de foot. Et lui il est toujours complètement piqué et passionné par ça. Donc ouais, ça s'est transmis comme ça. Et j'ai la chance d'avoir grandi avec plein de cousins garçons. Moi, j'ai une petite sœur Mm. qui jouait pas au foot comme nous, mais avec plein de cousins garçons. Donc on a baigné. Le foot a rythmé notre vie. On se retrouvait tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, soit au foot en club pour jouer, soit pour aller voir mon papa, mes tontons, soit pour aller jouer ensemble en bas de chez ma grand-mère. On jouait au foot 24 sur 24, 7 sur 7. Soit on était à l'école, soit on était au foot ou chez ma grand-mère. Donc c'était le foot, le foot, le foot. Je crois qu'on préférait trop foot. Et en parlant de jouer au foot, est-ce qu'il y a un match particulier qui t'a marqué pendant cette période-là et qui a fait aussi que tu t'es dit, je vais m'orienter? Ouais, je sais pas si je m'étais dit que j'allais m'orienter vers ce métier-là, parce que c'était pas prévu que je fasse ce métier-là, mais je pense Hein. qu'on aura le temps d'en reparler. Moi, je suis un enfant de Colombes. J'ai grandi en face du stade de Colombes, le stade Yves du Manoir, où jouait avant l'équipe de France, mais surtout où jouait le Racing, le Matra. Et j'ai grandi avec ça. Et mon premier souvenir de foot en club, c'est le Racing. Et j'ai grandi avec le match olympique de Marseille en 1990 contre le Racing en demi-finale de Coupe de France. Et le Matra avait gagné 3 buts à 2 à la dernière minute. Ça nous qualifiait en finale de la Coupe de France. Donc c'est mon premier match marquant à moi en tant que spectateur. Hein. Et ça reste un souvenir exceptionnel. Et dans le même laps de temps, il y a eu la victoire en Coupe d'Afrique en 1990 de l'Algérie contre le Nigeria. Et c'est là que j'ai pris conscience peut-être de l'appartenance à l'Algérie. Je pense vraiment que je regardais le match avec mon papa, je regardais pas le match avec ma maman. Là, j'ai regardé avec mon papa, ma maman, mes oncles, mes tantes, ma grand-mère et tout. Oui, c'était la Et, réunion et j'ai familiale. compris que le foot était bien plus que du foot. Donc ça doit être à 1 ou 2 mois d'écart les 2 matchs, mais c'est à la même période où la passion et ce que ça pouvait représenter m'ont paru le plus évident.
en termes d'identité aussi, et c'est bien que tu en parles parce que ça m'amène sur les questions qui suivent. Tu parles de ton lien avec l'Algérie, donc à travers cette première grosse connexion. Comment tu as fait pour le maintenir après? Comment ça s'est fait dans les années qui ont suivi? Est-ce que tu y retournes souvent? Est-ce que tu vois, tu as des attaches particulières aujourd'hui Euh, avec le pays et pourquoi? c'est drôle, je peux te donner un exemple. L'Algérie, c'est la seule fois où j'ai eu le droit de louper l'école. D'accord. Et j'avais des parents pour qui l'école, comme pour beaucoup, comme la plupart d'entre nous, c'était la chose la plus importante avec l'éducation et le comportement. Et en fait, il y avait la finale de la Coupe d'Afrique. C'était sur la 2, je m'en souviendrai toujours. C'était l'après-midi. Et mon papa m'a dit, aujourd'hui, tu peux louper l'école parce qu'on va regarder le Il y a match. plus important. Et tu te dis un intérêt à gagner parce que sinon il va pas parler du week-end. Déjà que c'était pas le plus loquace de tous. Mais ouais, je pense que c'est ce jour-là, je me suis dit, ah oui, Mm. ça doit être vraiment très très important d'avoir le droit de louper l'école. Et cette appartenance-là, oui, tu sais, je suis la troisième génération. Moi, je suis la première génération dans ma famille à être né en France. Mm. Euh, on est en 1990. On est au début d'une période où C'est compliqué. on n'y est plus allé Mm. pour nous protéger, selon mes parents. Donc il y avait ce sentiment de se dire on peut pas y aller, mais on va pas oublier. Et c'est la transmission. Mais je pense comme tout le monde, on était tous les samedis chez une de mes grand-mères. Tu manges, tu rigoles, t'écoutes les souvenirs, t'écoutes les histoires, t'écoutes la musique. Tu remanges. Tu remanges, ouais, beaucoup. Tu regardes la télé, tu vois, Oui. t'entretiens tout ça. Et après, quand j'ai grandi, quand c'est allé mieux, j'y suis retourné. Et puis, depuis 2009, depuis 2010, j'y vais tous les ans, ouais. Tous les ans. J'ai eu la période Covid où j'y suis moins allé. Mais sinon, ouais, tous les ans ou tous les 2 ans. Mm. Mais là, maintenant, j'y vais avec mon épouse et les enfants. Et quand tu y vas, tu restes à Alger ou tu... Ouais, moi j'adore Alger. Alger. J'ai la famille du côté de ma maman est d'un petit village à côté de Mostaganem Mm. et mon papa Ras El Oued vers Sétif, Bourges. J'aime beaucoup Alger pour l'histoire, pour l'architecture, pour tout ce que ça représente. Et on se fait un temps aussi au village. Et c'est ce que mon épouse et mes enfants préfèrent. Ils aiment bien aller au Douar, comme on disait tout. Ils ont Les enfants ont toute la liberté. Ouais. Ils revivent ce que nous, on peut plus vivre. D'aller jouer au foot toute la journée dans la rue. Tu Mm. t'occupes d'eux, mais t'es pas collé à eux. Là, pour traverser la route, pour aller à l'école, Mm. t'es toujours avec eux parce que t'as un peu de crainte. Là, Ils ont une liberté. ils ont trois pièces dans la poche. Faites votre journée avec les cousins, les cousines et à ce soir. Et eux, ils kiffent ça. Mais ils kiffent comme nous, on a kiffé. D'avoir la liberté. Mm. T'imagines, tu joues au foot, tu vas t'acheter des canettes et des bonbons. Comment tu veux que ce soit dur la vie? C'est, y a rien de mieux. Est-ce que tu as un souvenir particulier en Algérie? Le premier, peut-être. Non, j'ai pas non, c'est pas un souvenir, c'est une atmosphère. C'est d'être avec toute la famille. Voilà. Ouais, ça t'inspire vraiment ces réunions familiales, Oui, parce qu'on a retrouvailles. grandi avec ça. Mm. Mais on avait les mêmes en France. Parce que ce soit du côté de maman, du côté de mon papa, tout le monde était en France. Les tantes, les oncles, mes grands-mères, mes cousins, mes cousines, tout le monde était là. Donc ça changeait pas. Et moi j'adorais parce que on se retrouvait et puis on avait la liberté. T'appelais que pour manger, tu grignotes un petit peu et ton seul objectif c'est soit d'aller dans la chambre pour rigoler avec les cousins, soit aller jouer au foot, faire un peu de bêtises. Bon, on t'appelle Des pour bêtises manger, on sympas. t'appelle aussi pour les matchs, du coup. Oui, mais t'as évoqué... pas besoin de nous appeler pour les matchs, Ouais, on sait. T'as évoqué On quand même sait. quelque chose d'assez, je dirais, important. C'est vraiment cette esprit, cette relation presque viscérale
des Algériens avec l'équipe nationale. C'est quelque chose... tu l'expliques comment, ça? Je pense que c'est historique. J'ai fait un documentaire quand j'ai commencé le journalisme. J'ai fait un documentaire sur l'histoire de l'Algérie avec un grand H et sur l'histoire du football algérien. Et en fait, je suis parti de 58 quand les joueurs en France, comme Rachid Mekloufi, comme les autres, quittent leur équipe, l'AS Saint-Étienne pour Monsieur Mekloufi, pour aller rejoindre l'équipe nationale algérienne, qui est l'équipe du FLN, mais qui est l'équipe nationale algérienne. Donc on est au début de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, et tu suis tout ça. Une fois que l'Algérie a son indépendance, l'équipe d'Algérie est reconnue par la FIFA. T'as l'émigration d'Algérie vers la France, c'est la génération de mes grands-parents qui arrivent avec mes parents. En France, t'as la génération, l'équipe d'Algérie avec les Franco, d'abord en 90, où à partir de ce moment-là et des événements, l'équipe d'Algérie a du mal. T'as les heures magnifiques en 82, parce qu'aussi en Algérie, il y a ce dynamisme-là. T'as les soucis en 90. T'as aussi l'équipe d'Algérie qui renaît au début, à la fin des années 2000, enfin dans les années 2000, aussi avec les binationaux. Donc c'est aussi notre histoire à nous. Donc t'as tout ça, et puis t'as ensuite les enfants algériens. Moi, je dis pas les enfants d'Algérie, les enfants algériens partout qui sont des Algériens et qui jouent en équipe d'Algérie. Mais si tu fais une frise avec l'équipe nationale et tu fais une frise avec l'histoire, tout se suit et tout coïncide. C'est pas un hasard, c'est l'histoire, et c'est un fait social aussi. C'est pas que ça, mais c'est aussi un fait social. J'ai travaillé, moi, quand j'étais étudiant en sociologie, sur le rapport entre Naples, la ville de Naples, et le football. Il n'y a rien d'insultant à dire que il y a un lien particulier entre Naples et le football. Il n'y a aucun souci à dire qu'il y a un lien particulier comme fait social entre le football et la société algérienne. On peut l'analyser, dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est une vraie réalité. Je profite des études que tu viens de citer, du coup, pour revenir un peu sur ce parcours qui est quand même riche et assez atypique. Donc, est-ce que tu peux l'expliquer et nous raconter surtout comment tu es passé de la pratique du foot au journalisme? Je continue à jouer au foot, hein. J'avance plus, Ah oui. mais je continue à jouer quand même, hein. J'essaye. On n'en doute pas. J'ai pas encore pris ma retraite. J'ai pas encore pris Moi, en plus jeune, je voulais pas être journaliste parce que je n'y pensais pas. Je me suis pas dit, ah non, je veux pas être journaliste. Je me suis juste dit, j'y ai même pas pensé parce que c'était pas l'idée de base. C'était pas une idée. On m'a pas éduqué en me disant que c'est possible d'être journaliste. Ouais. On était à une époque où les parents ils disent, faut que tu sois médecin ou avocat. Moi, je voulais être prof. Donc, je voulais être prof d'histoire. J'adore, j'aime toujours ça. Donc, j'ai fait un bac STT, gestion comptabilité, qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais parce qu'il fallait avoir le bac et pour faire des études supérieures. Après, je savais que j'allais faire des études supérieures. C'était le bac le plus simple à avoir. Faut pas que mes enfants regardent ça, parce que je les pousse à avoir le cursus le plus difficile. Mais parce qu'à côté de ça, je joue au foot. J'aurais jamais été pro. J'avais pas le niveau pour être pro, mais quand t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans... t'y crois quand même. T'y crois et t'es pas toujours lucide. Donc j'ai fait les études de gestion, comptabilité en STT, parce qu'il fallait le bac, et pour mes parents, il fallait que j'ai le bac. Je suis la première génération de ma famille, avec mes cousins et mes cousines. On est les premiers à avoir eu le bac. On l'a eu tous en même temps. Je te laisse imaginer la fierté et ce que ça pouvait représenter pour les parents, pour nos grands-mères. C'était quelque chose de fort d'avoir le bac. J'ai fait des études de sociologie, donc, pour me diriger, et d'histoire, pour me diriger vers le métier de prof d'histoire. À côté, j'ai commencé à jouer en CFA2, en 5e division au foot. Donc tu dis, oh, c'était pas trop ça jeune. Puis quand tu arrives en senior à 18 ans, 19 ans, tu commences à jouer en 5e division, tu t'entraînes avec une 4e division. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et je me suis cassé la jambe.
Et les gens, ils te disent, je suis pas devenu pro parce que je me suis cassé la jambe. Moi, je suis devenu journaliste parce que je me suis cassé la jambe. Si je m'étais pas cassé la jambe, je serais pas devenu joueur de foot professionnel. Je vais pas inventer des... Non, je serais pas devenu joueur de foot. Donc, c'est pas ça qui a fait que je suis pas devenu pro. En revanche, c'est ça qui a fait que je suis devenu journaliste. Et bah, pendant ma convalescence, il y avait le journaliste qui nous suivait du Parisien à l'époque au Racing. Et bah, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du journalisme, tirer dans le foot, dans le sport? Je dis, mais jamais, j'ai 23 ans, non, et puis ça coûte cher, moi je travaille à côté, j'ai pas... Et j'ai fait un concours pour entrer dans une école en alternance, mais gratuite. Donc c'était bien. Tu t'es à l'école, Ouais. t'es aussi en entreprise, et tu payes pas l'école et t'es payé. Ah, donc C'était c'était magnifique. l'aubaine. C'était magnifique. Et c'est comme ça que je suis entré dans le journalisme. Mais je suis entré dans le journalisme vraiment avec l'idée de faire du journalisme pour commenter des matchs de foot, pour présenter des émissions de foot. J'ai pas la prétention de vouloir changer le monde, de raconter des choses. J'ai pas cette qualité-là, cette ambition-là, comme d'autres disent dans le journalisme. Je veux enquêter, je veux faire. J'ai pas. Je veux vraiment ce rapport entre le foot et la société, le foot et les hommes, et le foot dans ce qu'il représente comme passion et comme vecteur d'émotion. Et tu as réussi à le retranscrire parfaitement bien. Ouais, j'essaye. Et justement, tu parles de ce parcours-là et de ton arrivée du coup dans le journalisme. Donc après, on t'a vu évoluer entre... Tu as beaucoup d'expérience, France 3, l'équipe TV, CFoot, beIN. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté chacune dans ce parcours-là? Enfin, qu'est-ce que tu peux en retirer aujourd'hui? C'est une richesse parce que, mais comme tout le monde, je pense pas que ce soit que le journalisme. C'est des rencontres. Quand tu rencontres des gens qui t'inspirent, quand tu rencontres des gens qui te transmettent ou qui entretiennent les valeurs qui ont fait ton éducation. Et moi, j'ai eu la chance, l'opportunité et la réussite de rencontrer des gens, et encore aujourd'hui, qui partagent des valeurs, mais moi, j'ai pas été éduqué avec des valeurs incroyables, surprenantes. C'était deux choses, le comportement et le travail. Comporte-toi bien et travaille bien. Après, le reste, c'est pas toi qui décides, de toute façon. Donc, il n'y a pas de... Il y a une part de destin. Voilà, mais à chaque fois, tu vois, quand on a commencé l'alternance, j'avais pas tout compris. J'ai fait le concours et au début, ils t'appellent pour t'annoncer que tu es pris. J'étais au foot, tu vois, on revient à ça. J'allais à l'entraînement, un numéro, tu sais, c'était encore les petits téléphones, on n'avait pas les téléphones avec les écrans et tout, je réponds. Donc je me prends l'amende parce que mon téléphone il sonne dans le vestiaire et je réponds et oui bonjour, je suis le responsable de l'école, vous êtes pris, vous commencez la semaine prochaine et vous êtes à France 3 Normandie. Je dis oh c'est super. Je dis par contre j'ai pas compris France 3 Normandie, j'avais pas compris que quand t'étais pris à l'école, t'étais à l'école à Paris, mais que la société où t'allais travailler pouvait être soit une radio, soit une télé, c'était soit France Télévisions, soit Radio France, mais en dehors de Paris. Et donc il me dit, tu vas en Normandie, à Rouen, porte à porte, chez moi, à 86, à 14, à 13, à la télé, il y en avait pour 1h10. C'était le bout du monde pour moi. Je dis, mais je vais pas à Rouen. Je dis, mais comment je vais faire? Je vais faire les allers-retours tous les jours. Bah non, vous devez vous installer là-bas pendant que vous êtes... Je dis, mais non, qu'est-ce que je vais partir de chez moi? Je vais pas partir à Rouen. J'y vais au bout d'une semaine, en février, et j'ai pas vu le jour. Il pleuvait, il faisait gris, je suis arrivé à 7h du matin, je suis reparti à 19h, j'ai pas vu le jour, je suis rentré chez moi, j'ai dit à la maison, je dis écoute papa, je laisse tomber, Rouen, il fait pas jour, je sais même pas s'il voit le soleil une fois, c'est le même temps qu'à Paris. Hein. Oui, c'est pareil, ridicule. c'est ce que j'allais dire. dire. C'est ridicule de... Et mon père m'a dit, ouais, t'as raison, je comprends. Par contre, donne-moi les clés de la maison, trouve-toi un autre truc. Comme toi, t'es meilleur que les autres,
Monsieur est fort, donc il va pas à Rouen. Ok, donc Nous, là, on t'as a tourné travaillé un toute rond. notre vie, chauffeur-livreur, à se lever à 4 heures du matin. Toi, tu vas à Rouen, il te paye l'essence, il te paye le train, il te Mm. paye l'appartement, il te paye à manger et il te paye pour apprendre. Mais toi, non, Rouen, non, parce qu'il y a le match de foot, parce qu'il y a tes copains. Il m'a dit, bah, pas de problème, c'est normal, mais tu vas travailler, tu vas faire. Et là, tu te dis, bon, il a peut-être un petit peu raison. J'y suis retourné le lendemain en me disant, si je rentre chez moi, je vais avoir le loyer à payer chez mes parents. Et au final, j'ai travaillé à France 3 Normandie pendant 2 ans et demi et j'ai rencontré des personnes fantastiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces rencontres justement? Parce que tu y reviens et c'est hyper Mais important qu'on c'est des gens comprenne que... qui te donnent confiance en toi, Oui, mais qui te donnent leur confiance et qui te considèrent. Ils te considèrent. Au début, c'est dur, hein. Quand t'arrives et t'es stagiaire, ton seul métier, c'est de porter le pied de la caméra toute la journée, ouais. c'est de remplir la voiture avec le matériel, c'est de décharger la voiture, mais c'est l'apprentissage. Tu fais ça. Mon père était chauffeur-livreur, ma mère, elle a fait des allers-retours 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir dans le RER à travailler. Moi, ça va être dur de remplir une voiture, de m'asseoir et d'écouter des gens travailler. Mm. Mais à chaque fois, ils viennent, ils te disent, c'est important que tu portes le matériel parce qu'il faut pas oublier, on est une équipe. Toi, tu vas être le journaliste, mais sans la personne qui travaille avec toi, t'es rien du tout. Et c'est encore plus maintenant parce que je fais de l'antenne. Tu me vois devant la caméra, tu dis ah c'est bien, il parle du match. Mais il y a au moins 80 personnes qui travaillent sur le match, peut-être 100 personnes qui travaillent sur un match. C'est toi qu'on voit, Mm. c'est toi qui brille. Mais si tu considères pas toutes les personnes qui sont derrière, si toi tu respectes pas, et surtout si tu valorises pas les personnes qui sont derrière toi, derrière la caméra, mais déjà t'es pas bien éduqué parce que t'es pas respectueux, et puis t'es bête. Ouais. Si tu travailles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Donc ces gens-là, de façon indirecte, m'ont dit, tu vas travailler, tu vas faire un métier noble, le journalisme, tu dois prendre une information, vérifier une information et transmettre une information. Donc c'est plein de processus de travail, mais comme celui qui va apprendre à travailler dans une boulangerie, lui va faire du pain, moi je vais faire de l'information. Oui, on me voit à la télé, mais je suis pas meilleur que celui qui fait du pain et qui se réveille à 3 heures du matin pour aller à la boulangerie et qui va se donner à fond. Je dois avoir la même implication, le même respect pour mon travail et le même respect pour les gens qui me payent ou le même respect pour les gens qui payent pour que je Bien fasse sûr. ce travail-là. Donc tu vois, c'est ces choses-là. Mais tu reviens aux valeurs de travail et de comportement. Travaille bien, comporte-toi bien. Le reste, demain on va travailler ensemble, on va pas être d'accord. Mm. On va se disputer, on va se prendre la tête, mais je vais te respecter, tu vas me respecter, on n'a pas le même avis, on sera peut-être jamais d'accord, on va peut-être arrêter de travailler ensemble. Mais c'est pas grave, tu m'auras pas fait de sale coup, je t'aurais pas fait de sale coup, je pourrais toujours te regarder, te serrer la main, échanger avec toi, on sera peut-être jamais d'accord sur un point, mais je t'aurais toujours respecté, je me serais toujours bien comporté. Et tous les gens, quand tu repasseras, diront, lui, On n'a j'aime rien pas à lui comment il reprocher. travaille. Lui, je préfère un autre. Lui, je me prends la tête avec lui. Mais c'est quelqu'un de correct, de droit. Mais c'est l'éducation que nos parents ont eue et qui nous ont transmis. On leur a dit, tu travailles, tu baisses la Mm. tête, défais pas ta valise parce que tu vas pas rester. Ouais. Ben, nous, on a peut-être à se dire, on va lever un peu plus la tête et un peu plus affirmer ça. Mais c'est un devoir. Dans tous les cas, ce sera jamais plus dur que pour ceux qui sont arrivés avant nous. Je vais pas me plaindre. C'est clair. C'est très bien. C'est Et facile même. ouais. Et je trouve, après, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est partagé par les auditeurs aussi, que c'est l'image que tu renvoies, en fait, hein. Et moi, je me souviens d'un jour où tu as rendu hommage justement aux personnes qu'on voit pas à l'écran. Tu l'as fait en Ouais, direct, tu as ouais. fondu en larmes, on a Ouais, tous pleuré avec toi. ouais, mais parce Et que, ça fait partie des moments marquants de ta personne, en fait. C'est ta touche, je trouve, en fait, tu très vois, personnelle. je vais te parler pour notre métier à nous. Ouais. Quand tu fais de l'antenne, on te voit. Quand tu vas aller démarcher ou échanger avec des gens, les gens, ils te connaissent. Ils vont apprécier ou ils vont pas apprécier. Ils vont te prendre ou ils vont pas te prendre. C'est pas parce que tu fais de l'antenne et que tu fais de la télé et que tu travailles bien que tu vas être pris. C'est- Mais celui qui est derrière, personne connaît sa tête, personne connaît son nom. Bien sûr.
ça va peut-être être plus dur pour lui de retrouver du travail après. Toi, tu as une chaîne qui ferme, c'est indépendamment de notre volonté. C'est indépendant total de notre travail. On a très bien travaillé, mais ça ferme. Et c'est comme ça. Celui qui est derrière la caméra, ça va être plus dur pour lui. Donc, et puis moi, je dois dire qu'on n'est pas un, on est tous ensemble. Et puis, c'est des gens que tu croises après. Tu peux pas après leur serrer la main sans... Mais c'est pareil que quand t'es au travail, tu t'es dans la rue, dans le train, la femme de ménage, moi je vais lui dire bonjour plus à elle qu'à un autre. Déjà, ça pourrait être quelqu'un de ma famille, parce que des gens de ma famille ont fait ça. Je préfère lui dire bonjour à... Enfin, je préfère être sûr de lui avoir dit bonjour à elle que d'avoir dit bonjour au chef. Parce qu'elle, peut-être qu'on lui dit pas bonjour. Je sais quelles sont les personnes qui lui diront bonjour. C'est pas une histoire ni de nationalité, ni d'origine, ni de religion, ni de classe sociale. C'est juste une histoire d'éducation. Si ta maman ou ta tante, elle a été femme de ménage, toi, tu lui dis bonjour. Et puis si t'as fait tomber un truc, parce que tu peux être maladroit, Tu le ramasses. tu le ramasses. T'as peut-être taché, tu fais pas exprès de renverser ton café, mais tu le laisseras pas, tu le ramasseras. Parce que tu te dis, bah, cette personne-là, ça peut être une personne importante pour toi. Ouais, donc il y a énormément d'empathie et de sensibilité dans ce que tu dis et dans ce que tu dégages. Et je pense que c'est important de dire que dans un métier comme ça, bah, ça reste des valeurs clés. Et outre ça, il y a aussi ta spontanéité, en fait. L'humour que t'amènes, la chaleur que t'amènes dans ta façon de t'exprimer. On se souvient de la fameuse danse aussi, il y a une dizaine d'années, 11 ans maintenant. Presque, 10 ans et demi. 10 ans et demi, ouais. On J'essaie n'est de pas tout à compter, fait aux 11 ans. J'essaie, mais ça fait 11 ans. C'était Algérie, Corée du Sud. Corée du Sud, ouais. Ouais, mais je fais un beau métier quand même. Ouais. Tu regardes du foot, tu parles du foot et on te paye. Et je suis bien payé, je gagne bien ma vie, tu vois. Ouais. Je travaille, hein. Si je gagne ça, c'est que je le mérite. C'est pas le hasard, c'est de la valorisation de mon travail. Il manquerait plus que j'aille au travail en faisant la tête. Et puis, tu sais, des fois, ben, ça va un peu moins bien. Mais tu te dis, celui qui est derrière l'écran, déjà, il paye son abonnement. Je travaille sur des chaînes payantes. Celui qui paye son abonnement, donc il s'en fiche que moi, mon fils, il a eu mal aux dents hier ou que j'ai eu un problème familial. Et j'en ai eu en direct, moi. Il y a des choses qui me sont arrivées en direct. Des nouvelles apprises en direct. Mais t'as envie de partir, mais tu travailles. Tu travailles. Mais celui qui est derrière son écran, peut-être qu'il a perdu un enfant, peut-être qu'il a eu quelque chose de... Toi, t'as perdu quelqu'un, mais dans ce moment-là, je suis pas Smaïl Bouabdella, l'individu. Si on est là, j'ai un message sur mon téléphone et je vois, je te dis, écoute, je dois y aller. Bien sûr. Quand tu travailles, tu dois finir, tu finis. Une fois que c'est terminé, ça se coupe, tu y vas. Mais celui qui est derrière, il s'en fiche de toi. Il n'a pas à se soucier de toi. Donc, tu dois remplir. Il paye, lui, pour avoir quelqu'un, pas obligatoirement heureux, souriant tout le temps, mais quelqu'un de professionnel. Moi, je me dois d'être professionnel. Donc, ouais, j'ai appris des nouvelles. Je rentrerai pas dans les détails, mais que chacun imaginera et il en déduira. Et t'es resté vraiment focus. C'est depuis ce moment-là où j'ai mon téléphone avec moi. Avant, j'avais jamais mon téléphone avec moi. Et c'est depuis cette période-là que j'ai mon téléphone avec moi maintenant. Et il faudrait pas que je l'ai avec moi. Mais avant, je l'avais jamais. Mais quand tu es dans une période où tu sais que quelque chose peut arriver, tu l'as. Et tu le sais tout de suite quand tu vois un nom s'afficher, un message ou un appel. Tu te dis, c'est pas bon. Non, mais il y a but à Nantes. On va à Nantes, il y a eu le but, on écoute, on regarde, oh la talonnade, oh le but il est super. T'as pas... Une fois que ça s'arrête, tu parles plus à personne, au revoir, mais c'est comme ça. Mais tu dois transmettre. On n'est pas malheureux. Il manquerait plus qu'on vienne en faisant la tronche. Ce serait trop grave de vivre ça. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas dur.
On fait pas un métier dur. On fait pas un métier dur. Nous, on fait pas un métier dur. Moi, j'ai pas une vie dure. Il y en a d'autres qui ont des vies dures, ou je connais des gens qui ont eu des vies dures. Par respect pour eux, je vais pas me plaindre. Je dois juste être à la hauteur de ce que eux ont fait. Si j'arrive à être un petit peu à la hauteur, ce sera bien. Et on va peut-être passer à un sujet un petit peu plus joyeux. Ouais, mais c'est joyeux hein, de kiffer, de s'éclater et tout. Moi, je trouve ça parfait. Ce que je voulais te demander et que j'ai oublié de demander quand on a parlé de tes souvenirs aussi, c'est est-ce que tu as une expression algérienne que tu préfères? Mm, En arabe, en français, en mélangé, peu importe. ouais, Tselnit. Je pensais, c'est ma grand-mère qui dit ça et on dit tout Tselnit. Tselnit. Ouais. Tanit, dans le sens... Tselnit, ouais. qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ça peut être mais moi j'ai toujours entendu Tselnit. C'est un peu fataliste et tout, mais ouais, Tselnit. Ça m'a toujours fait rigoler comme et c'est des, tu sais, t'entends ou Tselnit. Ouais, ça, j'aime bien cette légèreté et j'aime bien aussi l'ifet met. C'est fait, c'est fait. Ouais, Si c'est tu deux veux. expressions de prise de recul, en fait. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis quelqu'un de très rancunier, et la tête très dure et tout, mais j'essaye de m'appliquer ces trucs-là. C'est mes grands-mères qui disent ça. Elles ont du recul alors qu'elles pourraient avoir la tête plus dure que nous, hein, mais je crois qu'elles ont pas le temps pour ça, elles ont raison. Donc ouais, Tsenit ou l'Ifet Met, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parfait. Et il y a un match de l'équipe nationale qui t'a marqué plus que les autres, dont tu te souviens Ouais, je pense que c'est 2009, le barrage Omdurman, avec le match contre l'Égypte au le Soudan, fameux. avec le but d'Antar. Je sais pas en termes d'émotion, si j'ai préféré ce match-là ou le match juste avant, avec le but encaissé à la dernière minute en Égypte, après le caillassage du bus. Je sais pas lequel j'ai préféré. Celui qui te casse le ventre ou celui qui te qualifie. Je sais pas. Mais cette période-là, ça a duré en tout une semaine. De l'arrivée de l'équipe nationale en Égypte, le caillassage du bus, C'était une semaine, ouais. C'est ça. en tout, entre le caillassage du bus, le match et le match d'appui au Soudan à Omdurman, j'ai adoré cette période. C'était stressant, mais comme pas possible. Et en fait, je pense vraiment que j'ai plus aimé ces matchs-là. Et je pense que les supporters algériens jeunes aujourd'hui sont des amnésiques. Et c'est parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Moi, je suis né en 82. J'ai pas connu 82. J'ai pas connu 86. Mes premiers souvenirs avec l'équipe nationale, c'est 90. Et ensuite, le désert. On était content quand on allait à la CAN. Bien sûr. On ne disait pas quand on va gagner la CAN. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on doit gagner la Coupe du Monde à toutes les Coupes du Monde. On était content quand on marquait un but à la CAN. Aujourd'hui, on oublie que cette équipe, elle est retournée à la Coupe du Monde, qu'on a fait un 8e de finale de Coupe du Monde, qu'on a gagné la CAN. Et on est exigeant et il faut que l'Algérie, on aimerait qu'elle gagne tout. Mais si tu es lucide, tu te dis que sois content, sois heureux de ça. Et c'est pour ça que je préfère ces matchs-là, parce que c'était 24 ans après, on retournait à la Coupe du Monde. Et moi, j'étais la semaine dernière avec Antar Yaya, qui marque le but, avec Zinou Ferrat, qui joue à Angers. On était tous les trois, on était chez Antar. Après le match d'Angers contre Marseille, on était tous les trois à discuter, à parler de foot. On va très vite sur l'équipe nationale. Moi, je les écoute tous les deux me parler de ça, avec Zinou Ferrat qui dit « Antar, raconte comme deux enfants, Père Castor, Antar. Zinou, raconte-nous les matchs de l'équipe, mais raconte-nous avant, quand t'es retourné, quand t'es arrivé en équipe d'Algérie, avec Karim Ziani, avec Majid, avec Nadir Belhadj. » Et en fait, et je le disais à Zinou, je dis « Tu vois, moi, j'ai plus vibré là que quand on a gagné la CAN, quand on a gagné contre la Corée du Sud en Coupe du Monde. Parce que
on revenait à la Coupe du Monde. Mais c'était la Et, Renaissance. et je pense qu'il faut pas oublier ça. Faut pas oublier que cette génération-là, c'est celle qui est allée d'elle-même en équipe d'Algérie. C'est grâce à Antar qu'il y a eu les premiers règlements de t'as joué avec les espoirs, avec les jeunes en équipe de France, et tu vas jouer en équipe d'Algérie. Karim Ziani, on a grandi ensemble. On était au foot ensemble, on était à l'école ensemble, on était en classe ensemble, on était dans la même classe. Je vais jouer pour l'équipe d'Algérie. Non, il disait. Déjà jouer au foot. Je vais jouer pour l'équipe d'Algérie. Quand il arrive avec l'équipe nationale, il n'a pas dit si j'ai pas l'équipe de France, je vais avec l'équipe d'Algérie. C'était un but pour lui dès le départ. C'était l'équipe d'Algérie. Et quand il se retrouve à se qualifier, à nous qualifier pour retourner, c'est pas pour aller à la Coupe du Monde, je le redis encore une fois, c'est pour retourner à la Coupe du Monde. On retourne à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Algérie, moi avec des joueurs de ma génération. C'est des joueurs que je connais, qui ont la même histoire que moi, qui ont leurs parents qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés en France, qui ont grandi en France, qui sont français et qui sont algériens. Et c'est eux qui nous ramènent en Coupe du Monde. Pour moi, je sais pas si c'est le match vraiment avec le but à la dernière seconde en Égypte qui me coupe les jambes. Je me dis, mais je pense qu'on était tous dans le même état. Moi, c'était ma dernière année en Algérie, 2009-2010. Et la semaine dont tu parles, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable en termes d'émotion et en termes de connexion au foot. Je pense qu'on ne parlait que de ça. Et voilà. On voyait les images sur les téléphones, tu savais, tu mettais la parabole, tu rentrais, Chez ma grand-mère, il y a beaucoup la télé algérienne. Mais chez moi, non. Tu mets le foot. Là, on était sur Canal Algérie. Il y avait H24 sur ça. On se prépare à aller au match. C'était notre Algérie RFA de 82, à notre génération à nous. Donc, c'était notre Algérie-Nigeria de 90, de retourner à la Coupe du Monde. Donc, tu vois, c'est ce match-là plus que le titre. Et même à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2019, je crois que j'ai plus vibré au Algérie-Nigeria avec le but de Riyad qu'à la finale. Je pense vraiment que j'ai plus vibré avec ce but-là. Tu vois, c'est pas le trophée, c'est ce qui t'amène à la finale. Et ensuite, de travailler dessus, tu te dis, wow. Tu fais le lien et c'est super que tu aies répondu à la question sur la CAN. C'est parce que c'est aussi une question qu'on se posait. On se disait, mais si on lui dit CAN 2019, il va répondre quoi? Parce qu'en termes d'émotion, c'est vrai que ça fait partie aussi des plus grosses ces dernières années. C'était incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique parce que je vais te raconter une histoire, tu vas rigoler. Allez. En fait, ça se passe. Je travaille sur à Beansport à ce moment-là. Donc, je suis le présentateur, le chef d'édition, l'assistant d'édition, le stagiaire. Donc, on travaille à 4 sur l'émission. Sont des Algériens. Ok. Mais imagine-toi l'ambiance. Toute la rédaction était algérienne. On a tellement rigolé, on a vécu une colonie de vacances sans partir. Et à rire, à vivre au rythme de tous les matchs de la CAN, parce que t'as un public en France qui regarde la Coupe d'Afrique. Et c'était fantastique. Que ce soit les matchs de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Mali. À chaque émission, en fait, j'invitais un ancien joueur de chaque équipe nationale et un artiste du pays. Donc, t'avais des Congolais, t'avais des Marocains, des humoristes, Boudère qui vient. Boudère, 2 ans avant, il m'avait dit 1, 2, 3, vous rentrez à Orly. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est pour le Maroc. Mais si tu te chambres pas là, tu vas te chambrer quand? Tu vois, tu vis ces moments-là. Donc, on a vécu ce truc-là avec des amis sénégalais. Évidemment, on voulait que l'Algérie gagne la CAN. Mais quand t'as ton pote sénégalais, quand t'as l'artiste sénégalais qui est là avec toi, il est content pour toi. Et bien sûr qu'il aurait préféré que ce soit le Sénégal qui gagne, et encore heureux. Et moi, je voulais que ce soit l'Algérie qui gagne. Mais si c'est le Sénégal qui gagne, je vais rentrer sur le plateau et je vais tirer la tronche en disant, je vais être heureux pour mon copain, ou pour mon voisin, donc tu vas vivre ça. Et je t'assure que c'était un mois de plénitude. Et à 3 jours de la finale de la CAN, moi, avant la Coupe d'Afrique, j'avais présenté
C'est moi qui avais révélé le maillot de l'équipe nationale algérienne. Donc, je l'avais envoyé à tout le monde, à plein d'artistes, à plein de joueurs, à des amis à moi aussi. Et donc, je recevais plein de messages. Il y avait des gens qui me disaient, il y a une place? Je dis, mais je n'ai pas de place pour le match. Non, mais tu as une place pour venir à l'émission. Je dis, mais c'est pas en public. Et en fait, on regardait l'émission tous ensemble. Il devait y avoir 50 personnes pour regarder tout le monde. Regarder le match. 2 jours avant le match, j'ai reçu une palette entière de Hmoud et de Selecto. Magnifique. À Beansport. J'ai rien dit à personne. Une personne m'a contacté sur Instagram. Ouais, ça te dit et tout. Je dis ouais, envoie-moi quelques bouteilles. Mais et tu tout. t'attendais pas à une quantité pareille. Une palette. Sur une palette, c'est des petites bouteilles. Sur une palette, je sais pas, il y a plus de 200 bouteilles. Mais la palette, elle est haute. C'est livré sur la palette en bois. C'est tout filmé. Et j'arrive 2 jours avant la finale. Donc toi, t'es excité parce qu'il y a le match, mais tu dois être pro. Tactiquement, nous, on travaillait. On avait aussi un assistant, lui qui faisait la tactique. Ils étaient 2. Un Antillais et un mec du 16e. Bon, ils étaient algériens. On leur a redonné des prénoms algériens à tous les 2. Belkacem, dont un... on les a tous rebaptisés. Mais sauf que t'arrives le matin... Et moi, j'arrive à l'accueil de Beansport, tu sais, tu dois badger. Il me dit, excusez-moi, monsieur Smaïl et tout. Il y a une palette pour vous. Je dis, Il me dit, non, je suis sérieux, il y a une palette. Une palette. Et là, je vois dans l'entrée de Bean, aussi grand que moi, des bouteilles de Selecto et de Hmoud. Et là, je me dis, non. Je rappelle le gars de Selecto, je lui dis, mais tu m'as envoyé combien de bouteilles? Il m'a dit, j'ai envoyé pour tout Bean. Je dis, mais t'as pas envoyé pour tout Bean, t'as envoyé pour tout Boulogne. C'est pas, je dis, eux, ils sont pas habitués, ils vont boire s'ils sont diabétiques ou s'ils ont des trucs. Foutu. Faut les prévenir avant, je pense que... Je te promets que pendant les 2 ou 3 jours avant la finale et le jour de la finale, tu te baladais dans Beansport, il y avait toujours quelqu'un avec soit une bouteille de Hmoud, soit avec une bouteille de Selecto. Dans la main, il y avait que des gens et ils savaient pas que c'était moi qui les avais ramenés, mais même des gens qui travaillaient dans d'autres bureaux, parce qu'il y avait d'autres sociétés. Ils marchaient avec les bouteilles de Selecto, et moi, dans ma tête, je me disais, on a créé un monstre, on a mis que des bouteilles, et ça a participé, tu vois, et c'est ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que l'équipe d'Algérie, elle a eu une super image à ce moment-là. Tu vois, c'était la plénitude, vraiment, c'était une période exceptionnelle. Exceptionnel. C'était effectivement une période incroyable pour tous les Algériens, je pense. Ouais. La manière dont tu le racontes là, ça... Mais ça donne envie, ça replonge dans les souvenirs. C'est au-delà du titre, en fait. Ouais. C'est exactement ce que tu dis. C'est un état d'esprit, en fait. Et puis, c'était bien... Les gens, ils te disaient, oh, comme c'est canon, ils voulaient tous être algériens. Si j'avais pu ramener le 12S à tout le monde, ils seraient tous allés au consulat pour faire le 12S et pour faire le passeport. Donc c'était vraiment un moment de grâce, un moment de plénitude. Que le sport, ou des fois que seul le football peut t'apporter. On parlait du lien entre le football et l'Algérie en fait social. C'est vrai. Je pense que c'est et tu as évoqué quelque chose d'intéressant aussi, donc toujours lié à cette période-là, mais le fait que tu invites, tu vois, des anciens joueurs de l'équipe nationale et un artiste du pays. Moi, j'avais une question par rapport aux artistes, justement, non-footballeurs. On t'a demandé plusieurs fois, à énormément d'interviews, de faire des 11 de rêve. Ouais. J'aimerais bien que tu me parles de ton 11 de rêve algérien, mais avec des personnalités non-footballeurs. Non-footballeurs ? Oh oui. Bon, comment tu positionnerais un Cheb Bello, une Biouna ? Alors, je vais mettre Biouna coach. Coach. Je pense qu'il faut quelqu'un avec... en termes de poigne avec la gouaille et la poigne pour serrer tout le monde. Pas de gardien de but, parce que personne va vouloir aller gardien de but. Je veux me fâcher avec personne. Je vais mettre avant-centre Snake, William, DJ Snake. Ouais. Sinon, il va m'en vouloir. Je vais mettre Malik Bentala pas très loin de lui, juste derrière. Je vais mettre au milieu de terrain Bello et Cheb Khalas. Excellent. Et en défense centrale, écoute, je mettrai Zerwania et Felag.
J'allais te dire une autre personne, Felag. Non, tu sais, je vais mettre qui gardien de but? Je vais mettre Monsieur Rachid Arabe. D'accord. Voilà, qui est un journaliste connu. Et parce que c'est grâce à des monsieur comme lui qu'on s'est dit, wow, il y a des Algériens à la télé. Ils présentent le journal de 20h. Il s'appelle Rachid Arabe, quand même. Hmm. C'est... On se disait, mais incroyable. Il travaille au journal de 20h sur la 2. Mais moi, mes parents, jamais on se disait, je vais être journaliste. Mes parents nous disaient, t'as vu? Il fait partie des T'as personnes vu? qui t'ont inspiré, Oui, des j'ai mentors? pas vraiment de personnes qui m'ont inspiré, Ah, mais il fait partie de ces personnes qui sont des repères. très bien. Tu vois, plus des repères qu'autre chose. Euh, Un repère du c'est possible, je peux oui, le faire. voilà, Ouais. de te dire. Et puis tu sais, en parlant de façon posée, intelligente, ça fait partie des preuves tangibles. Tu peux le toucher, tu peux voir. Rachid Arabe, voilà, cette personne-là. Donc ouais, Felag, Zarouania en défense centrale. J'ai mis Khalas et Cheb Bello. Je vais me mettre moi, juste pour rigoler. Je cours pas. Et je regarde aussi bien les fous rires que les prises de tête parce qu'il y en a un qui a pas pris la balle, il y en a un qui a pas joué, il y en a un qui a pas eu ça. Et après, ouais, je vais mettre d'autres chanteuses, des chanteurs, Tu qui, pensais qui? je pense à Radia Manel ou à Amina Zoher. Mais ça, c'est des Madeleine de Proust. C'est des chansons que j'ai entendues quand j'étais petit. La musique, les CD ou les cassettes. On avait d'abord les cassettes, ces chansons-là. Donc ouais, c'est des personnes où je me dirais, si ma maman regarde, elle va être contente que je sois à côté. Elle va me dire, appelle-les en visio, que je lui dise que j'aime bien cette chanson. Que voilà, ce sera pour se dire ça. Mais ouais, des personnes comme ça. Mais ouais, Snake, Malik, Bentala, Felag. Des gens, tu vois, dans toutes ces personnes-là, c'est l'art en fait. Aussi bien l'humour, le jeu, la chanson, c'est que des choses positives. C'est que des gens qui vont t'apporter du plaisir. Tu vas soit rigoler, soit avoir un petit peu de nostalgie, Soit avoir un featuring. ah ouais, bah là, ouais, Chapra la là, Bello. j'imagine le featuring Malik Bentala avec Khalas et Bello. Je pense que tu peux vraiment, vraiment rigoler. Ouais. Ça peut être très, très drôle. Merci beaucoup.